Si vous cherchez un nouveau serpent de compagnie, les pitons royaux sont un choix évident. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur la façon de prendre soin d'un piton royal, y compris ce que personne d'autre ne vous dira. Les pitons royaux sont des serpents de taille moyenne d'Afrique de l'Ouest. Les pitons royaux sont les serpents de compagnie les plus populaires, et ce n'est pas sans raison. Mais il y a beaucoup de choses que les gens croient à propos des pitons royaux qui ne sont pas vraies, et la plupart des gens ne leur donnent pas les soins appropriés. C'est pour ça que je suis là. Avant d'adopter un serpent ou un animal de compagnie, il faut connaître sa taille adulte, car cela influence de nombreux aspects. Les pitons royaux restent de petite taille. Voici un mâle adulte, ou presque adulte, tandis que Pikachu est un autre mâle adulte. Et puis nous avons des femelles adultes, qui deviennent aussi assez grandes. Les mâles vont rester autour de 90 à 120 cm, tandis que les femelles atteindront plutôt 120 à 150 cm dans ces environs. Comme chez les humains, chiens ou autres êtres vivants, il existe des exceptions. L'homme américain moyen mesure 1,80 m, mais chaque existe. Et il y a des shaks parmi ces pitons royaux, tout comme il y a des versions de moi chez les pitons royaux, certains qui sont beaucoup plus petits que la moyenne. Et ils restent petits aussi en termes de poids. 2 à 4 livres en moyenne. Les mâles n'atteignent parfois même pas les 2 livres ou les 1000 grammes, et les femelles peuvent devenir vraiment grandes. Certaines femelles atteignent 6 ou 7 livres, mais c'est rare. Pour un mâle, c'est généralement ce à quoi vous attendrez. De plus, la plupart des pitons royaux ne lui ressemblent pas. La plupart sont similaires, mais nous aborderons les morphes en fin de vidéo. Parlons maintenant des terrariums. Vous ne laisserez pas ces animaux dormir dans votre lit, ni se promener chez vous comme un chien. Ces animaux restent dans un terrarium jusqu'à ce que vous les sortiez, que ce soit quotidiennement, chaque semaine, chaque mois ou selon votre envie. Ils ne sont pas exigeants. Je recommande un terrarium en PVC qui mesure 1,20 m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut. Vous pouvez choisir d'autres variantes. Choisissez un terrarium en métal, verre ou bois. Le PVC est plus léger et facile à trouver. Une taille plus grande est aussi possible. Vous pouvez prendre un terrarium d'1,50 m ou d'1,80 m pour leur donner plus d'espace, car contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas seulement des paresseux qui ne bougent jamais. En fait, Lucas ici, mon piton royal, continue de bouger tout le temps, et j'ai vraiment dû faire pas mal d'efforts pour le garder autour de mon cou ici et pas sur le sol derrière moi. Alors, offrez-leur 450 litres d'espace. Dans cet enclos, privilégiez de la fibre ou des copeaux de coco qui retiennent bien l'humidité sans être trop poussiéreux. Cela va obstruer les voies nasales et les fossettes thermosensibles de votre animal. Le plus important dans la cage, c'est l'eau. Vous avez besoin d'un bol d'eau. J'utilise des bols d'eau en céramique. Quelque chose d'assez lourd pour que le serpent ne puisse pas le renverser et créer un gros désordre dans votre enclos. Cependant, si vous utilisez un produit à base de copeaux de noix de coco, il y a de fortes chances que vous vouliez quand même un peu d'eau à l'intérieur, car cela permet de garder une bonne humidité. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Vous devez vaporiser votre enclos 1 à 2 fois par jour pour maintenir l'humidité au bon niveau. Mais on va en reparler dans un instant. Si vous utilisez de l'essuie-tout ou similaire, prenez un bol très lourd, sinon attention, et empêchez votre serpent de faire cela. Sinon, le bol risque de se renverser, ce qui causera un gros bazar à nettoyer presque chaque jour. Les pitons royaux, eux, n'exigent pas d'entretien quotidien et sont très faciles à entretenir. Ensuite, offrez-leur 2 cachettes, une côté chaud, une côté frais. Nous aborderons ces températures dans la prochaine catégorie. Et je garde toujours un peu de mousse de sphaigne à l'intérieur de ces cachettes pour qu'elles restent un peu plus humides. Ajoutez du décor ou du feuillage entre les deux pour qu'ils se sentent en sécurité en passant d'une cachette à l'autre. Les pitons royaux aiment être cachés. Donc, si le vôtre ne se déplace pas dans le terrarium, c'est probablement parce que vous ne lui offrez pas assez de cachettes ou de couvertures pour qu'il se sente en sécurité lorsqu'il se déplace dans le terrarium. Enfin, ce qu'on ne vous dit pas sur les opportunités d'escalade. J'ai souvent vu ces pitons royaux grimper d'eux-mêmes sur divers objets. Pikachu ici ressemble à un boa arboricole ou quelque chose comme ça, d'accord? Il profite vraiment des possibilités de grimper. Pas seulement les mâles, comme certaines personnes vous le diront, mais aussi les femelles. Alors donnez-leur un peu d'espace pour grimper au-dessus du sol. Il n'est pas nécessaire que ce soit très haut. Vous n'avez pas besoin d'un terrarium de 1,20 m, juste quelque chose à 15 ou 30 cm du sol pour leur offrir cette opportunité et les aider à faire de l'exercice. C'est aussi amusant à observer. Et si vous cherchez tout ce matériel, je vous recommande d'aller sur chewy.com. Il y a un lien dans la description où je prends tout mon matériel. En fait, c'est intitulé Weekend's Wicked Reptiles, les choix d'Adam. Je les ai regroupés pour chewy.com. Et si vous achetez l'un de ces nouveaux terrariums modernes, de 120 par 60 par 60 qui sont à un prix absolument imbattable, il n'y a rien qui va battre ce prix, tout neuf. Nous vous enverrons aussi un bloc d'éleveur de copeaux de coco à mettre dans le terrarium.
Un bloc permet environ 2 changements de substrat à faire tous les 3 mois. Cachette, gamelle d'eau, tout à portée de main pour éviter de chercher. Inscrivez-vous à Chewy Plus pour la livraison gratuite. Tout ce qu'il faut pour votre Python royal est livré chez vous sans frais de port. Merci à Chewy pour le sponsoring. Passons au chauffage, à l'humidité et à l'éclairage. Le chauffage, l'humidité et l'éclairage des Pythons royaux sont très simples. Respectez ces températures. Gardez à l'esprit que lorsque je parle du côté frais, du côté chaud, et que je donne une température, c'est seulement à titre indicatif. Si vous n'atteignez pas 24 degrés, votre serpent ne prendra pas feu soudainement, je vous assure. Non. Ne fais pas caca sur moi. Ça s'appelle une préfiguration. L'essentiel est de leur offrir un gradient. Dans votre enclos de 1,20 m, créez un côté plus frais et un autre plus chaud, de gauche à droite, ou inversement. Donc, si vous avez un thermomètre classique que vous utiliseriez pour prendre la température à l'intérieur de votre maison, placez-le dans l'enclos, et vous voulez qu'il indique entre 24 et 27 degrés Celsius à peu près dans cette plage. Cela simplifie vraiment les choses, et la température variera dans la journée. Mais comme dans la nature, il fera plus frais la nuit que le jour. Donc, si la température monte à 27 ou descend à 24, ou même si elle monte à 28 et descend à 21, ce n'est pas un problème du tout. Pour le côté chaud, vous voulez entre 31 degrés Celsius et 34 degrés Celsius, c'est une grande marge ici. Donc c'est vraiment facile à atteindre. Assurez-vous que ces températures existent aussi dans les cachettes, qui peuvent être légèrement plus chaudes car ce sont des espaces confinés. Donc, disons que s'il fait, vous savez, 31 degrés d'air du côté chaud, et que dans la cachette, il fait 35 degrés, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il s'agit de la température de l'air. Le point chaud correspond à la température de surface du côté chaud. Donnez-leur une plaque d'ardoise ou une brique qui retiendra la chaleur de votre source, que nous aborderons bientôt. Vous souhaitez une température entre 37 et 39 degrés. La mienne atteint parfois 40 degrés, quelques heures. Si le Python royal n'en veut pas, il se déplace simplement. C'est la partie la plus difficile, et pourtant c'est vraiment, vraiment facile. Le taux d'humidité, les gens disent que toujours 50%, 40 à 50%, je ne suis pas d'accord. Je dirais qu'au tout minimum, 50 à 55%. Je préfère 60 pour le minimum, 70 pour le maximum. Donc je dirais 55 à 70. Et gardez à l'esprit que ça va fluctuer. La nuit, l'humidité sera plus élevée qu'en plein milieu de la journée, comme à l'extérieur, comme chez vous. À l'intérieur des cachettes, je préfère que l'humidité soit plus élevée, jusqu'à 80 ou même 85%. C'est là que votre serpent ira pour muer. Pour l'éclairage, c'est vraiment simple. Vous pouvez utiliser une lumière UVB si vous le souhaitez. Nous avons réalisé une vidéo sur la lumière UVB il y a quelques semaines, que vous pouvez consulter. Mais il n'est pas obligatoire d'utiliser une lumière UVB pour un Python royal. Tant qu'ils ont un cycle jour-nuit, par exemple 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité, sans que ce soit forcément aussi précis. Parfois, l'été, il est plus simple d'assurer 16 heures de lumière et 8 d'obscurité tant qu'un cycle jour-nuit clair est maintenu. Cela signifie d'éteindre toutes les lampes chauffantes et lumières de la pièce pour rendre l'endroit sombre dans leur enclos au moins 8 heures par jour. Et pour la source de chaleur, vous pouvez utiliser une ampoule chauffante, donc une ampoule de basking. Vous pouvez utiliser un émetteur de chaleur radiant, qui est essentiellement une ampoule de basking sans lumière. Vous pouvez utiliser un panneau de chaleur radiant. Vous pouvez chauffer par le bas, avec un tapis chauffant. Il existe de nombreuses options. Je préfère combiner tapis ou ruban chauffant en bas, et ampoule de basking en haut. J'utilise une ampoule basking à une extrémité, et un tube UVB linéaire pour le reste du terrarium, offrant ainsi beaucoup de lumière. À noter, c'est pour un Python royal. Ils sont crépusculaires ou nocturnes, ça dépend. C'est encore sujet à débat. Donc, ils ne vont pas passer beaucoup de temps dehors quand il fait jour de toute façon. L'éclairage est beaucoup moins important pour un Python royal que pour un animal comme un dragon barbu. L'alimentation. C'est très simple, il n'y a pas de régime varié. Si vous voulez, vous pouvez, mais il n'y a que les rats. Ce sont des rats congelés puis décongelés, donc déjà tués et conservés longtemps au congélateur. Ensuite, vous les décongelez avec de l'eau tiède, comme je fais. Je mets le rat dedans quelques heures, c'est tout. Puis je le réchauffe, car les serpents ont des fossettes thermiques sur le visage, ces petits points à l'avant de leur tête. Ils détectent une signature thermique et cherchent une proie vivante. On les trompe en faisant croire que le rat mort est vivant. Réchauffez le rat avec de l'eau chaude ou tiède. Il doit être à la même température que vous, ou un rat. Séchez-le, donnez-le à manger avec une pince, c'est tout. La plupart de mes Pythons royaux mangent bien aujourd'hui. Je lance le rat dans le terrarium, je me retourne et il a disparu. Vous pouvez varier. Ils aiment aussi les oiseaux dans la nature.
Donc, la caille est une excellente option. Si vous avez, vous savez, des cailles facilement accessibles. Mais les rats sont beaucoup plus faciles. Quand ils sont très jeunes, tous les 7 jours, jusqu'à l'adolescence, tous les 7 jours. Et puis, une fois qu'ils deviennent adultes, je les nourris, une fois tous les 10 jours pour les mâles, et une fois tous les 14 jours pour les femelles, parce que les femelles sont plus grandes et reçoivent des repas plus copieux, tandis que les mâles sont plus petits et reçoivent des repas plus petits. Non. D'ailleurs, ça n'arrive jamais. Frérot. Je reviens tout de suite. Que vous les nourrissiez de rats ou de cailles, ça ressort toujours. En 10 ans d'élevage de pitons royaux, ça ne m'est arrivé que 4 ou 5 fois. Voici Pikachu, mon plus gros mâle. Donc c'est un mâle, mais normalement, seules les femelles atteignent cette taille. Bref, le comportement ne consiste généralement pas à faire caca sur vous. Ce que ça inclut habituellement, c'est ceci. Je veux dire, c'est le plus calme de tous les pitons royaux. Il reste là, posé, et ne bouge pas vraiment beaucoup. Et c'est généralement à ça qu'on peut s'attendre avec un python royal. Certains vont avoir des personnalités différentes des autres, tout comme les humains. Donc certains vont bouger beaucoup plus que d'autres. Waouh, tu as vraiment bougé. D'habitude, elle était comme une pierre. Certains grimperont davantage, d'autres mangeront différemment. Certains animaux, comme celui que j'ai ici avec Pikachu, arrêtent de manger pendant 5 mois par an. On appelle ça une grève de la faim. Et beaucoup de pitons royaux, surtout les mâles en période de reproduction, font ça. Ce n'est pas grave. Je veux dire, surveille simplement leur poids, comme tu le ferais pour toi. Si tu vois que tu prends trop de poids, tu manges moins. Si tu perds du poids, tu manges plus. C'est pareil pour ton chien ou ton serpent. C'est exactement la même chose. En général, ils sont vraiment placides. Les pitons royaux mordent rarement leurs propriétaires, sauf s'ils sont très effrayés. On les appelle pitons royaux, car ils se mettent en boule pour protéger leur tête lorsqu'ils ont peur, ce qui les protège des prédateurs. Si un python royal vous mord, c'est sans doute parce que vous manipuliez sa nourriture et qu'il a confondu votre main avec celle-ci. C'est accidentel, et de votre responsabilité. Si j'ai besoin de donner un serpent à un enfant, et que je veux être sûr qu'il sera en sécurité, je lui donne toujours exactement ce python royal. Mais c'est toujours un python royal, parce qu'ils sont assez grands pour impressionner, mais pas assez grands pour vous blesser, et ils n'ont pas envie de vous faire du mal. Avant d'aborder prix, disponibilité et morph, l'espérance de vie de ces animaux suscite débat, car il y a 50 ans, l'élevage des pitons royaux était mal réalisé. En agissant correctement, nous voyons des animaux vivre plus de 20 ans, comme un python royal âgé de 62 ans. Donc, je dirais que si vous gardez votre python royal depuis le début, comme bébé, depuis l'éclosion, et que vous vous en occupez correctement toute sa vie, il va probablement vivre, vous savez, une trentaine d'années. Pour donner un chiffre, je dirais entre 20 et 30 ans. C'est un animal qui vit plus de 10 ans. Contrairement à une gerbille offerte à un enfant en CE2 qui disparaît quand il commence le sport au collège, les pitons royaux ne sont pas comme ça. Acheter un python royal à votre enfant signifie que vos petits-enfants le verront probablement, sauf si vous le donnez. Les serpents peuvent aussi avoir des cancers et d'autres maladies, comme nous. Ils ne sont donc pas immortels. Parlons maintenant du prix, de la disponibilité et des morphes. Il est inutile d'en parler ou d'en vouloir si vous ne pouvez pas en avoir, ou si vous n'en avez pas les moyens. Premièrement, le prix. On trouve des pitons royaux normaux, comme fettuccine gratuitement. Beaucoup de gens en donnent. Consultez Craigslist, Kijiji ou le site de petites annonces de votre pays. Lors des expositions, les gens les donnent souvent, car dans le monde des pitons royaux, seuls les morphes comptent. Un morphe est une mutation ou un trait sélectionné par l'élevage. Par exemple, celui-ci est albinos. Luca, que je tenais tout à l'heure et qui a fait caca sur moi, est leucistique. Il y en a tellement. Et parfois, en croisant des serpents pour certains traits, on en obtient d'autres en sous-produits. Je déteste le dire, mais c'est la réalité. On obtient des serpents à l'apparence normale, impopulaires car il en existe beaucoup d'autres, plus impressionnants. Même si je trouve les types sauvages très cool. Si tu veux vraiment en acheter un, ne dépense jamais plus de 50 $, c'est ridicule. Tu peux en trouver pour 20 $ sur Kijiji ou dans une expo de reptiles, c'est plus raisonnable. J'ai acheté plusieurs pitons royaux normaux pour 5 ou 10 $, et beaucoup m'ont été donnés. Pour des morphes comme les albinos, tu peux en trouver pour environ 100 ou 150 $. Mon leucistique venait d'un refuge pour 100 $, mais 200 $ est plus raisonnable. Il existe des serpents à 10 000 voire 50 000 $. Prends juste celui que tu veux. En matière de reptiles, rien n'est plus disponible que les pitons royaux. Le problème avec la plupart de ces expositions, c'est qu'il y a trop de pitons royaux, au point que cela devient ennuyeux.
Chaque stand propose encore et toujours les mêmes pitons royaux. Et pour moi, c'est genre, ok, cool, montre-moi autre chose. Mais c'est bien pour toi si tu cherches un python royal parce que tu as 1 million d'options différentes. Je te conseille de trouver un éleveur, de consulter ses réseaux sociaux et les avis, puis de voir s'il est recommandé. C'est ainsi que je déciderai. Aussi, il y a des moyens de le faire en ligne, des endroits comme Palm Street, où tu peux aussi faire de bonnes affaires. C'est à toi de voir si tu veux le faire en personne, mais n'achète pas dans les grandes animaleries. Leur méthode d'obtention des animaux n'est pas très éthique, et ils les vendent trop cher. Pour les morphes, tu peux choisir la couleur. Je veux dire, il n'y en a pas de vraiment violet, rose ou bleu, mais il y a pratiquement toutes les couleurs entre les deux. Donc si tu veux un python royal qui ne ressemble pas à un python royal, tu peux tout à fait en trouver un. Je veux que tu me dises dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu as déjà un python royal? Est-ce que tu vas en prendre un? Et si oui, quel morphe? Si les pythons royaux ne te conviennent pas, découvre cette playlist de guides d'entretien et choisis le reptile qui te convient le mieux. Comme on fait des vidéos les lundis et jeudis, ça veut dire qu'on se retrouve dans la prochaine.